Quel est l'impact du numérique et de l'IA en quelques chiffres, tout en sachant que ces chiffres sont en constante évolution? J'ai fait un test avec ChatGPT, 15 minutes d'échange où je lui ai demandé à la fin de me chiffrer son impact en ordre de grandeur. Les chiffres rejoignent ceux des derniers rapports sur l'impact du numérique et de l'IA et que je vous invite à aller consulter. Pour 15 minutes d'échange textuel, nous avons 0,01 à 0,02 kg de CO2 équivalent, 0,002 à 0,007 kWh en termes de consommation d'énergie, 1 à 2 litres d'eau douce, là où pour une image générée, on est sur 2 à 5 litres équivalents. Pour l'impact sur la santé humaine, c'est calculé par un indicateur qui est le nombre d'années perdues. Ici, ChatGPT a de la peine à faire son auto-évaluation et me dit 10-3, 10-6 DALI. On est dans les valeurs assez classiques pour une petite activité. C'est similaire aux valeurs qu'on retrouve dans les bases de données d'analyse du cycle de vie. Et je lui ai aussi demandé, en fait, combien de temps travailles-tu par jour? 10 millions de requêtes similaires à la mienne par jour, comme hypothèse. Ok, les dernières données d'OpenAI parlent plutôt de 2,5 milliards de requêtes par jour. L'IA aurait-elle appris à mentir? Je me baserai sur les dernières valeurs d'OpenAI. Ça fait quoi? Hors AI générative d'images ou de vidéos. 37 500 tonnes de CO2 équivalent, soit 1,05 million d'équivalents habitants suisses climatiques. 11 250 MWh, soit 636 000 équivalents habitants suisses énergie. En termes d'eau, on arrive à 3,75 millions de mètres cubes d'eau douce. Là, par rapport à la consommation d'un Suisse, ça nous fait plus de 26 millions équivalents habitants suisses eau. Oups, on a atteint presque le triple de la population suisse. Et puis, en total, pour les pertes d'années, c'est 1,25 million d'années de vie enlevées. 16 000 morts-nés par jour. Pour cet indicateur, ce sont des valeurs gigantesques à vérifier. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces valeurs ne concernent que la phase d'utilisation. Souvenez-vous, 80% sur les machines, 20% pour le reste, pour l'instant. Ça veut dire qu'il faudrait que je multiplie par 5 pour avoir l'ensemble de l'impact du cycle de vie. Bon, vous me direz, ramener à la population et consommation mondiale, c'est pas si gros. Enfin, ça ressemble quand même à un gros conflit armé tout de même. En termes de recherche d'informations sur Internet, voici des valeurs réalistes d'impact entre une recherche simple sur un moteur de recherche sans IA, ça n'existe bientôt plus, cela dit, et sur une même recherche sur IA. Pour l'échange textuel sur l'IA, 0,01 à 0,02 kg de CO2 par requête, 0,002 à 0,007 kWh par requête. Pour une recherche simple sur un moteur de recherche sans assistant IA, 0,0003 à 0,002 kg de CO2 par recherche. Environ 0,00028 kWh par recherche. On a un facteur de 5 à 70 pour l'indicateur climat et de 7 à 25 pour l'indicateur énergie. Donc même si je ne suis pas aussi efficace que l'IA, j'ai au moins droit à 5 à 7 fois plus d'essais, voire 25 à 70 fois plus d'essais pour un impact similaire. Une fois de plus, petit bémol, ces chiffres ne sont que pour la phase d'utilisation et n'incluent pas les impacts sac à dos, ces fameux impacts cachés. Si je veux comparer l'IA à une activité humaine, je dois absolument comparer non pas les outputs respectifs après un essai, parce que le premier résultat n'est peut-être pas exploitable, mais je dois comparer une unité fonctionnelle identique, notion qu'on retrouve dans les analyses du cycle de vie, c'est-à-dire un service rendu final. Si je parle d'une œuvre d'art, ça peut être un tableau ou une photo terminée, acceptable et qu'on puisse peut-être mettre dans une galerie d'art. Pas sûr qu'une IA consomme moins qu'un artiste chevronné. Par ailleurs, je dois aussi considérer l'ensemble des frontières du système et pas uniquement la phase d'utilisation de l'IA qui est probablement minoritaire dans l'impact global. Je dois considérer l'ensemble du cycle de vie depuis l'extraction jusqu'à la fin de vie des infrastructures, du matériel et de l'énergie, et aussi inclure les effets de bord, de biais et de rebond qu'on va voir dans un petit moment. Globalement, ce qui est préoccupant, c'est l'évolution de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Une étude de 2024 de Schneider Electric, reprise dans le rapport du Shift Project, étudie 4 scénarios d'évolution de la consommation énergétique des usages de l'IA pour 2030 et 2035. On se situe en 2025 à une consommation électrique mondiale de l'IA de l'ordre de 100 TWh, qui avoisine, selon les scénarios, 620 à 880 TWh en 2030, soit 40 à 60% de la consommation de l'ensemble des centres de données mondiaux, juste pour l'IA. Il est aussi relevé que l'IA traditionnelle, non générative, consomme en 2025 38%
contre 62% pour l'IA générative, mais que cette proportion passera à 94% pour l'IA générative en 2030, donc 47% dû aux phases d'inférence des réponses. En rappelant que la consommation globale aura été multipliée par 6 à 9 entre 2025 et 2030, ceci tenant compte des optimisations énergétiques et matérielles. Vertigineux. Quand je cherche sur Internet intelligence artificielle et impact environnemental, qu'est-ce que je trouve? Je n'ai pas trouvé grand-chose sur l'impact environnemental de l'IA jusqu'en 2024. Depuis 2025, des travaux plutôt intéressants ont enfin été publiés, mais restent encore relativement opaques ou non disponibles pour le public. Non, de manière générale et plutôt humoristique, les résultats que je trouve sont l'IA est l'outil pour répondre aux problèmes environnementaux ou alors comment l'IA peut sauver l'environnement. C'est ce qu'on appelle le fantasme du sauveur. C'est une approche qu'on va qualifier de technophile. C'est le fait de croire que la technologie et l'évolution de la technologie nous permettra de réduire, voire d'annuler, même d'inverser l'impact environnemental. Soit, jouons le jeu. Premier écueil, le fantasme du découplage absolu. Qu'est-ce que le découplage? Le découplage, c'est l'optimisation de l'efficacité de l'usage des ressources, ce qu'on appelle l'efficience. On admet qu'une augmentation du bien-être humain est une conséquence de l'augmentation de l'activité économique. Donc, pour nos amis économistes, de l'augmentation du PIB. Hypothèse un peu forte quand même, mais admettons, puisque nous vivons dans ce paradigme sociétal. Si je veux augmenter cette activité économique, je vais prendre toujours plus de ressources. Je vais donc toujours augmenter mon impact environnemental. C'est ce qui s'est toujours vérifié depuis la révolution industrielle. On voit que les deux courbes se détachent l'une de l'autre. C'est la notion d'efficacité, de performance. Je réduis mon besoin en ressources pour produire le même niveau de service ou de produit. Nous avons donc ici un découplage des ressources. Plus l'espace est grand, plus je suis efficient. On retrouve ce découplage sur l'impact environnemental qui croît moins vite et se détache aussi de cette courbe de l'activité économique. Pareil, c'est ce qu'on appelle le découplage relatif. On est plus efficace, moins impactant, mais tout continue de monter, juste moins vite. Et dans l'environnement, les impacts s'ajoutent toujours au précédent, ça s'accumule. Abaisser à zéro, c'est très difficile à imaginer, mais certains s'imaginent qu'on va pouvoir inverser cette courbe d'impact grâce à la technologie. Autrement dit, plus on va extraire, plus on va réparer, et avoir ce qu'on appelle un découplage absolu. Désolé les amis, ça c'est physiquement impossible. Ce sont les lois de la thermodynamique, je vous renvoie à vos cours de physique du secondaire. Ce n'est pas possible de continuer à augmenter l'utilisation des ressources et à rendre plus propre ou régénérer l'environnement. Si je tire des choses du sol, je dégrade. Donc là, le fantasme, il ne marche pas. Deuxième chose comme écueil, c'est la base de l'intelligence artificielle. Elle ne va rien inventer qui n'existe pas et elle s'appuie sur l'occurrence, le mainstream. Elle optimise au maximum. Optimiser, c'est un découplage relatif, pas absolu. Être disruptif, trouver une autre voie ou ce qu'on appelle un plan B ou quelque chose d'alternatif, forcément, ce n'est pas mainstream. Et vu qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs humains qui vont sélectionner, filtrer, pondérer toutes ces données, etc., ils vont pondérer ce qui a du poids. C'est donc orienté, sélectionné sur des éléments subjectifs qui sont les ingénieurs et les opérateurs IA fonctionnant dans et grâce au système actuel. Aurait-il intérêt à créer des algorithmes pour réduire, voire arrêter leur fonctionnement? Enfin, dernier point, l'IA pourrait-elle trouver des solutions pour régénérer l'environnement, bien qu'elle participe à sa destruction? Ça ne serait valable que si les impacts générés par cette IA régénérative, incluant toute son infrastructure, son énergie, ses impacts cachés, etc., tout ce qui est dépensé soit moins impactant que les impacts qui seraient réduits par ces solutions, et ceci en évitant tout effet rebond. Bon, c'est là où vous me dites, c'est quoi l'effet rebond? L'effet rebond, ça part des optimisations qui amènent à une meilleure efficacité dans les processus de production, ce qui va donc diminuer les coûts par unité produite. Évidemment, je suis devenu plus efficace. En conséquence, étant plus abordable, ça va ouvrir la voie à une augmentation de la demande pour ce produit et donc augmenter sa consommation, car tout le monde pourra ou voudra y accéder plus facilement. La consommation brute ou absolue de matières premières va donc ruiner les gains d'efficacité.
Selon un autre point de vue, c'est une augmentation de consommation liée à la réduction des limites à l'utilisation d'une technologie. Réduction des limites qui peuvent être monétaires, c'est moins cher, temporelles, je peux l'avoir plus vite, l'IA c'est vraiment ça, sociale, j'ai besoin d'avoir moins de relations pour y accéder, j'ai moins de freins sociaux, physiques, j'ai moins de pénuries liées à l'effort ou au danger, etc. Toutes ces relaxations de limites vont m'augmenter la consommation. Les différents types d'effets rebonds peuvent être l'accès à une nouvelle technologie pour des usages non utiles ou qui n'existaient pas précédemment, c'est ce qu'on constate beaucoup avec l'IA, une baisse des coûts et des limites d'utilisation de la technologie qui devient plus facile, donc un gain de temps qui permet de faire des activités nouvelles. Je gagne du temps, alors j'en profite pour faire un petit voyage en avion à Berlin. Je fais exploser mon impact. Ça, c'est un effet rebond indirect, c'est-à-dire que le temps que j'ai gagné, je vais l'utiliser avec quelque chose qui va être encore plus impactant. Avec l'IA, les effets rebonds, c'est le trafic supplémentaire, une augmentation de l'utilisation de l'IA pour des choses qui n'existaient pas avant, qui ne sont pas utiles, qui sont là pour se distraire, l'infrastructure grandissante, conséquence de cette augmentation, l'extraction, la production optimisée par l'IA, c'est là où l'IA est très forte, optimiser des calculs, ce qui va provoquer accélération de la production, augmentation des ventes et des gains pour pouvoir davantage investir et développer l'outil de production, etc. La relance du nucléaire, des énergies, etc. On voit des data centers aujourd'hui s'équiper en génératrices diesel, en Islande notamment, par manque de sources énergétiques fiables. Avec tous ces effets rebonds, fruits des bénéfices de l'optimisation et de la performance, on fait exploser notre impact environnemental.